Ce tableau, exposé au musée du Prado à Madrid, représente une fête donnée en l'honneur du roi et de la reine d'Espagne, ici au centre. Il a été réalisé en 1756 par l'Italien Francesco Battaglioli, qui a peint avec minutie ses 224 personnages. Et pourtant, l'artiste précise l'identité d'un seul d'entre eux, Farinelli. Plus célèbre que les monarques, il se tient juste devant les musiciens. À quel prix est-il devenu la superstar du XVIIIe siècle? Grâce à l'analyse de centaines d'archives sur Internet, nous avons enquêté sur les atrocités qu'il a subies enfant au nom de la musique, tout comme des centaines de jeunes chanteurs exploités en Europe jusqu'au début du XXe siècle. En cherchant dans le dictionnaire de l'Académie française le mot castrat, sa définition n'apparaît qu'à partir de l'édition de 1762. Celui que l'on a châtré pour lui conserver une voix semblable à celle des enfants et des femmes. Il y a beaucoup de castrats en Italie. Il s'agit donc d'un garçon dont les testicules ont été mutilés entre ses 8 et 12 ans pour préserver sa voix aiguë. Ces chanteurs castrés se comptent par centaines en Italie au XVIIe et XVIIIe siècle. Farinelli est le plus connu d'entre eux. Sur Internet, une simple recherche permet de retrouver de multiples portraits, de sa jeunesse jusqu'à la fin de sa carrière. En zoomant sur son visage, on s'aperçoit qu'il est toujours représenté avec des traits juvéniles et sans pilosité. Sur le site de ce musée de Melbourne, qui conserve ce tableau et où il est peint avec ses plus proches amis, la notice précise que Farinelli est son nom d'artiste. Sa véritable identité est Carlo Bruschi. Un nom qui nous permet de retrouver en ligne sa première biographie, datée du XVIIIe siècle. Nous y apprenons qu'il est né le 24 janvier 1705 à Andria, une ville située dans le royaume de Naples. Naples est considérée à cette époque comme la capitale européenne de la musique et le royaume des castrats. Pour comprendre ce phénomène en Italie, il faut analyser le rôle de l'Église catholique. En s'appuyant sur cette épître du Nouveau Testament. Que vos femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est point permis de parler. Le pape Sixte Quint interdit au XVIe siècle aux femmes de chanter dans les chœurs des églises et au théâtre. Ce document en latin, de 1589, révèle que dans la foulée, ce même pape autorise pour la première fois l'emploi des eunuques, terme utilisé pour définir les hommes castrés, dans les chœurs de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Dès le XVIIe siècle, les castrats ne chantent plus seulement dans les églises, mais sur les scènes de l'opéra, ce genre musical qui voit le jour à cette époque et dont le public raffole. Ces partitions écrites sur mesure pour Farinelli indiquent que les plus grands compositeurs se passionnent pour les castrats. Ces voix surnaturelles, aussi cristallines que celles d'un enfant, aussi aiguës que celles d'une femme, et aussi puissantes que celles d'un homme, permettent des acrobaties vocales. Pour Farinelli, d'après son biographe, tout commence à 10 ans, lorsqu'il est présenté par son père à Nicola Porpora, le plus grand professeur de chant de Naples. Sur le site numérique de la Bibliothèque nationale de France, nous retrouvons ce récit de voyage d'un Français en Italie en 1765. Il s'est intéressé au Conservatoire de musique de Naples, la ville où presque tous les castrats sont façonnés, parce que c'est l'endroit où cette opération se fait avec le plus d'adresse. On y apprend aussi que ce sont les paysans ou les pauvres pères de famille qui ont beaucoup de garçons qui en sacrifient un. Ils s'assurent tout d'abord auprès des conservatoires que leurs enfants aient de la voix. Ce voyageur français poursuit avec un témoignage glaçant. Il arrive souvent que l'opération, au lieu de leur embellir ou de leur conserver la voix, la leur fait perdre tout à fait. On prétend même que sur 100, à peine y en a-t-il un qui réussisse parfaitement.
tout un système s'organise autour de ces castrations. Cet extrait d'un livre de contes d'un conservatoire de musique, daté de 1705, prouve la complicité des écoles. On découvre que l'institution a payé un chirurgien 20 ducats pour que 3 jeunes garçons soient faits eunuques. Pourtant, sans raison médicale, aucun texte n'autorise la castration des enfants. C'est uniquement au nom de la musique qu'ils subissent cette intervention, dont les détails sont décrits dans cet ouvrage de 1707. Cette opération se fait ordinairement en mettant le patient dans un bain d'eau tiède, afin d'amollir ses parties et de les rendre plus maniables et plus propres à se dissoudre. Après quelque temps, on lui presse les veines du cou, qu'on nomme jugulaire, et par là on le rend stupide et aussi insensible que s'il était tombé en apoplexie. Alors il est aisé de le mutiler sans qu'il ne sente rien. En 1771, un compositeur anglais enquête en Italie sur ces émasculations. Il se confronte à la puissance du tabou. Les Italiens ont tellement honte de cet usage que chaque province en accuse une autre. À Milan, on me dit « à Venise ». À Venise, on m'adressa à Bologne. À Bologne, ils nièrent le fait et le mirent sur le dos de Florence. Florence l'attribua à Rome et Rome à Naples. Tout le monde ferme les yeux. Et même pour Farinelli, les raisons de son émasculation restent obscures. Son biographe indique qu'il a été castré enfant pour le sauver à la suite d'une mauvaise chute de cheval. Une allégation dont on peut sérieusement douter. Dans cet ouvrage allemand, d'autres castrats invoquent une morsure de sanglier ou même des coups de bec de dindon pour justifier leur mutilation. La castration prive de testostérone les chanteurs comme Farinelli et provoque de multiples effets secondaires, notamment sur leur taille. Des caricatures de l'époque représentent Farinelli comme un géant. Certains castrats, eux, sont moqués pour leur embonpoint. Dans ses lettres, un politicien français, en découvrant l'opéra italien, n'hésite pas à les attaquer sur leur physique. Ils deviennent pour la plupart grands et gras comme des chapons, avec des hanches, une croupe, les bras, la gorge, le cou rond et potelé comme des femmes. Ces railleries n'empêchent pas les castrats d'avoir un succès prodigieux. Dans ses missives, l'abbé Conti, un philosophe vénitien, raconte qu'à 22 ans, Farinelli a gagné plus d'argent que tous les savants de l'Europe ensemble n'en ont gagné depuis 3 siècles. Ses plus grands admirateurs sont des admiratrices. Un livre explique cette fascination. Ils sont plus recherchés par les femmes débauchées, parce qu'ils leur donnent le plaisir du mariage sans qu'elles encourent les risques. Dans la correspondance de Farinelli avec un ami, nous apprenons qu'il parcourt non seulement les différentes scènes de l'opéra en Italie, mais aussi celles de Vienne, Paris et Londres. En pleine gloire, mais usé par cette vie de tournée, Farinelli reçoit une offre qui va mettre un terme à sa carrière. La reine d'Espagne lui propose une fortune pour chanter exclusivement pour son mari, le roi Philippe V. Farinelli opte pour cette vie plus confortable à la cour d'Espagne, pendant 23 ans. Alors que le castrat superstar meurt à 77 ans, en 1782, la castramania, elle aussi, entame son déclin. Sur cette photo, de la fin du XIXe siècle, nous découvrons les 7 derniers castrats de l'histoire, au service du Vatican, là où tout a commencé. Parmi eux, Alessandro Moreschi. Il est le seul et unique castrat dont la voix a pu être enregistrée. Un disque de 1902 est toujours disponible sur les sites de musique en ligne, permettant de découvrir le timbre singulier de l'un de ces chanteurs mutilés. En 1903, la promulgation de ce décret par le pape Pie X interdit définitivement l'emploi des castrats dans les chœurs de l'Église. Ainsi s'achèvent 3 siècles de castration d'enfants, au nom du chant.